Bonjour et bienvenue au Bulletin de nouvelles locales en ce 1er novembre 2025. L'entreprise Bilodeau Canada de Normandin s'est illustrée sur la scène internationale en participant à la production du nouveau film Frankenstein de Guillermo del Toro. Son équipe a fabriqué 250 éléments de décors, accessoires et costumes pour le tournage. Une belle reconnaissance pour ce fleuron janois dont le savoir-faire séduit jusqu'à Hollywood. Le film est à l'affiche jusqu'au 6 novembre au cinéma du Zoo de Saint-Félicien. Comment c'est arrivé chez Bilodeau? C'est une de mes vieilles connaissances avec qui j'ai fait affaire pour d'autres projets dans le passé qui m'a appelé pour me dire « Ah, j'aurais une demande spéciale pour toi, je voudrais des traîneaux à chiens qu'il faudrait vieillir en traîneau d'époque. » C'est pas de problème, on va faire ça. C'est un peu bizarre comme demande, mais bon, on s'est dit pourquoi pas, on va le faire. Puis là, de fil en aiguille, il s'est rendu compte qu'une autre personne avec qui j'ai travaillé m'a appelé aussi pour un autre projet. Mais en fin de compte, c'est pour tout le même projet. Fait que ça a fini qu'on a travaillé avec 5 départements du film parce qu'il y avait tout un gars qui connaissait, mais le gars, c'était moi. La commande a été extrêmement variée, là. Les décors, des animaux mécanisés, des accessoires qui meublent des décors, des costumes complets, du matériel pour fabriquer des costumes. On a été aussi un peu agent logistique pour eux, fait qu'on a fait transiger différents costumes et peaux à travers le monde pour eux. C'était très varié et très spécifique, donc bon, dans des périodes, ils bâtissaient des costumes, fait que beaucoup d'approvisionnement de peaux, de toutes sortes de matériaux. Dans d'autres périodes, c'était, bon, il faut faire des animaux mécanisés pour faire certaines scènes. Fait qu'on faisait les animaux pendant ces périodes-là. Mais c'était, je vous dirais, pendant presque 2 ans, là, presque à chaque semaine, ou puis certaines périodes à tous les jours qu'on travaillait que sur eux. On a eu un 6 mois là, extrêmement intense de fabrication, conception, design, de toutes sortes de choses pour eux. Fait que c'était un gros contrat. Ouais. Au total, là, on parle de 250 pièces totales qu'on leur a envoyées. Certaines d'entre eux, c'est seulement des peaux, mais d'autres, c'est des costumes entièrement fabriqués ici, des costumes qu'on a partiellement fabriqués, ou des pièces de costumes, ou des pièces de décor. Ou... Tu sais, des fois, on s'en rend pas compte quand on regarde un film, mais la simple chose qui meuble un décor derrière les acteurs, bien, il y a quelqu'un qui les a fournis, puis nous, on fait partie de ça. Puis des fois, quand on écoute le film, on s'en rend pas compte, mais nous, en tant que participant, là, on sait ce qu'on a envoyé, puis des fois, tu dis « ça, c'est minime pour pour la majorité des gens, mais pour nous, ben écoute, ça représente du travail des fois très long. C'est quand même difficile, mais ils font un excellent travail, les productions, puis les accessoiristes, puis les différents départements, pour nous mettre en contexte. On a eu beaucoup de réunions avec eux, avec des images en bande dessinée, des images faites avec la réalité virtuelle pour nous montrer voici ce qu'on veut comme mouvement, comme visuel dans la scène. Bien, nous, notre travail, c'est de sortir notre créativité puis amener ce qu'ils veulent à l'écran. Fait que développer les images, les costumes, les animaux mécanisés, les mouvements pour que ça amène ce qu'ils veulent avoir. Fait que c'est quand même un peu spécial parce qu'on travaille des fois un peu dans le néant. Ce qui est difficile, mais je pense que ça fait ressortir notre créativité, la créativité de notre équipe qui font des affaires incroyables. Fait que c'est un peu spécial, oui. Puis de ne pas voir le film avant, bien, c'est notre quotidien, dans le fond. On travaille sur plein de projets, puis souvent, on les voit que des années plus tard. Fait que c'est le fun de voir ça. Hein. Il a fallu adapter, en fait, nos horaires de production puis la façon qu'on travaille pour répondre à leurs besoins parce qu'ils ont des demandes extrêmement rapides qui sont souvent pratiquement impossibles à... Fait que des fois, c'est quand on a une demande, bien, on met toute l'équipe là-dessus, puis on met des priorités assez rapides là-dessus pour pouvoir répondre à leurs besoins. Puis ça fait partie un peu de l'industrie. Si tu n'es pas capable de répondre rapidement à leurs demandes, bien, c'est pas possible de travailler avec eux parce que eux, c'est des changements constants là, sur les productions. Des fois, il y avait un en ligne qui était prévu, puis en fin de compte, quand ils sont rendus dans le tournage, c'est plus la même chose du tout. C'est à nous de s'adapter à ça en même temps pour travailler avec eux. Ça a été géré majoritairement par Internet, par téléphone, beaucoup de téléphones, de Zoom, de choses comme ça. Ils nous ont envoyé quelqu'un ici directement de Toronto. Ils ont volé quelqu'un ici pour venir voir, bon, sont-ils capables de faire ce qu'on leur demande? Sont-ils dans la bonne direction? Fait que Netflix nous a envoyé directement quelqu'un ici, venir vérifier notre travail, puis venir nous donner un coup de main sur le côté visuel qu'ils voulaient avoir. Fait que, tu sais, quand tu te dis, bon, ben Netflix t'envoie du monde chez vous, c'est parce qu'ils veulent vérifier si tu fais du bon travail, puis quand ils sont partis, ils ont dit, ouais, vous êtes sur la bonne voie, vous pouvez continuer comme ça. C'est un bel accomplissement, puis c'est une belle finalité pour la gang de voir le travail qu'on a fait au grand écran. Fait que c'est une belle fierté pour nous de Normandin, dans le nord du Lac-Saint-Jean, voir que nos productions se ramènent partout dans le monde. Ouais. On nous a inculqué en tant qu'entreprise de jamais dire non, puis de toujours ouvrir tes horizons. Puis bien, à long terme, ça fait en sorte qu'on se ramasse dans des projets qui sont bien le fun. Ça fait plus de 2 ans, mais on n'a pas le droit d'en parler à personne, puis de
de pas en discuter. Fait que là, c'est pour ça qu'à partir du 17 octobre, on s'est mis à en parler parce que là, le film était sorti puis on avait le droit de parler de « bon, ben voici le résultat de ce qu'on a fait ». Puis c'est pour ça qu'on n'avait pas parlé avant, mais tout le monde, nous ici, on avait signé des ententes de confidentialité qui nous empêchaient de en parler. C'est un créneau qu'on voudrait continuer de pousser à développer puis se faire connaître. Puis, tu sais, là, je pense qu'on a déjà des bons pas de fait dans l'industrie puis on est déjà bien connus, mais tu sais, on est quand même dans le nord du Lac-Saint-Jean, fait qu'on ne côtoie pas ces gens-là tous les jours. Mais je pense qu'à travailler avec des projets comme ça, bien, on se crée un nom, là, au Canada puis aux États-Unis comme une référence, surtout dans le domaine de la fourrure, costumes, accessoires, des choses comme ça. Puis on veut continuer de pousser là-dedans, puis d'être mieux référencé, d'être mieux vu, de travailler des plus gros projets, puis continuer là-dedans. C'est sûr que dans les prochaines années, on espère que vous viendrez nous voir pour d'autres gros projets, là. Fait qu'on continue à pousser là-dedans, ouais. Pour ceux et celles qui veulent en voir plus puis d'en apprendre plus sur qu'est-ce qu'on a fait dans la production de Frankenstein, si vous venez nous visiter chez Bilodeau, de l'univers de Bilodeau Canada, on a une section qui parle seulement des projets de cinéma qu'on a fait et le projet de Frankenstein s'y retrouvera aussi dans les prochaines semaines. Donc, on invite les gens à venir nous visiter. Les rivières qui alimentent le lac Saint-Jean sont à un niveau anormalement bas en raison du manque de pluie des dernières semaines. Cette situation préoccupe les spécialistes puisqu'elle pourrait nuire à la reproduction des poissons et compliquer l'approvisionnement en eau potable. L'organisme de bassin versant Lac Saint-Jean rappelle que ce type d'épisode risque de devenir de plus en plus fréquent avec les changements climatiques. Ces derniers temps, surtout la semaine dernière, il y a quand même eu beaucoup de signaux d'alarme. On a constaté que les niveaux des cours d'eau dans la région étaient vraiment très bas. Les baisses de débit sont constatées un petit peu partout. Les données qui sont accessibles, vraiment sur lesquelles on peut se baser pour faire des comparaisons historiques, c'est les données de l'Atlas hydroclimatique du gouvernement du Québec. Donc en fait, il n'y a pas de station de mesure du débit dans toutes les rivières. Mais la semaine dernière, les débits des rivières pour lesquelles il y avait des stations étaient en dessous des minimums historiques. Les bas débits est vraiment lié au fait qu'il y a eu moins de précipitations qu'habituellement cet été et au cours de l'automne également. Ce que je peux mentionner, c'est qu'en fait, les bas débits qu'on constate aujourd'hui, c'est comme un petit signal d'alarme pour nous rappeler qu'on est dans un contexte de changement climatique. Puis les prévisions climatiques, ce qu'elles nous disent, c'est que dans les prochaines années, à des horizons plus ou moins longs, on va constater des épisodes d'étiage comme ça où les débits sont plus bas, principalement pendant l'été. Donc on sait que dans le futur, il y aura de plus en plus de débits bas des rivières. On voit que ça peut arriver, c'est vraiment des fluctuations, des changements qu'on voit dans ce qu'on est habitué de voir comme schéma. Donc en fait, ça c'est vraiment pour l'ensemble du Québec. Puis c'est encore à l'étude vraiment de pouvoir évaluer c'est quoi vraiment les impacts sur les écosystèmes aquatiques, sur les poissons, de ces changements au niveau des débits des rivières par rapport à ce qu'on est habitué à voir. En cette période de l'année, à l'automne, il y a plusieurs poissons qui frayent dans les cours d'eau de la région, dont la Wananiche. Donc potentiellement, il y a peut-être eu un impact sur les bonnes conditions de frais des Wananiche, mais ça va dépendre des rivières aussi, des débits des cours d'eau, de leurs bassins versants. Donc je ne peux pas dire précisément quels sont les impacts sur les écosystèmes, les poissons, mais c'est certain que ça peut avoir des conséquences. C'est sûr qu'il y a plusieurs municipalités qui prennent leur eau potable dans des cours d'eau, mais il y en a aussi qui prélèvent dans les eaux souterraines. Puis quand on constate que les débits des rivières sont faibles, on peut aussi émettre l'hypothèse qu'il n'y a pas beaucoup d'eau non plus dans les nappes phréatiques. Donc ça peut amener des enjeux en termes d'approvisionnement pour alimenter la population en fait en eau potable. On a vu l'exemple de la ville de Dolbeau-Mistassini. Quand les débits sont plus bas, il y a différents enjeux, que ce soit au niveau des quantités, de la qualité de l'eau aussi. Quand il y a moins d'eau qui passe dans le cours d'eau, l'effet de dilution des différents contaminants il est moins important. Ça veut dire que ça peut engendrer des coûts aussi qui sont plus importants pour les municipalités pour traiter l'eau, pour s'assurer que le niveau de potabilité il correspond aux exigences. C'est sûr que pour le futur, il faut s'adapter collectivement à cette nouvelle réalité qu'on va vivre au niveau du niveau des cours d'eau, de la disponibilité des ressources en eau. Il y a plusieurs usages qui sont associés aux ressources. On a parlé de l'eau potable, il y a aussi toutes les activités touristiques. Il y a des industries aussi qui ont besoin d'eau dans les processus. Il y a aussi tout le secteur agricole qui potentiellement va avoir de plus en plus besoin d'eau pendant la période estivale. Donc c'est sûr qu'il faut s'assurer que tous ces usages
ils puissent assumer finalement par le milieu, qu'il n'y ait pas de conflit et qu'on soit quand même en mesure d'assurer le maintien des écosystèmes aquatiques. Donc c'est sûr qu'il faut s'adapter et il faut se parler collectivement pour le maintien de tous les usages et puis des habitats. L'organisme de bassin versant, il travaille à l'échelle du bassin versant du lac Saint-Jean. C'est un territoire de 72 500 km² à peu près. L'OBV notamment, il est mandaté par le gouvernement du Québec pour coordonner la gestion intégrée de l'eau à l'échelle de ce bassin versant. Donc on travaille avec les différents acteurs du territoire, les acteurs municipaux, économiques et communautaires pour planifier, si on veut, ou donner les grandes orientations des ressources, pour l'avenir des ressources en eau sur le territoire. Pour clore cette période d'élection municipale, nous vous présentons une entrevue avec la présidente et la secrétaire d'élection à la ville de Dolbeau-Mistassini pour démystifier le processus derrière le scrutin. Vous verrez que ça prend beaucoup d'organisation afin que chaque électeur puisse exercer son droit de vote. Moi, j'ai le rôle, en fait, de présidente d'élection. Il faut savoir que le greffier, normalement, d'une municipalité, c'est la personne qui occupe d'office là, le rôle de président d'élection. Le président d'élection, en fait, a la responsabilité de s'assurer du bon déroulement du processus électoral. Donc, du début de la période électorale, vraiment à la fin. C'est lui qui s'assure là vraiment que l'ensemble des règles qui sont énoncées à la loi sur les élections et référendums dans les municipalités soient respectées. C'est lui également qui dirige le personnel électoral. Évidemment, c'est pas un travail qu'il accomplit seul. Il y a un bras droit, il y a un bras gauche. En fait, là, dans le cadre de la présente élection, le travail se fait vraiment en étroite collaboration avec Roxane, qui est secrétaire d'élection, et Michel Fortin, qui est adjoint à la présidence d'élection. Moi, je suis secrétaire d'élection, donc en fait, je travaille vraiment comme en étroite collaboration là avec la présidente. Puis, j'effectue les tâches là qu'elle me confie. Puis, je pense que c'est vraiment un travail là d'équipe là. Puis, dans le fond là, je vois comme un peu au travail là vraiment de tout ce qui est la procédure, un petit peu électorale, la préparation avec, comme le personnel là, ça préparer tout le matériel nécessaire et puis tout là ce qui est vraiment comme un peu dans le déroulement là. C'est vraiment d'assister là la présidente dans toutes les tâches, puis d'exécuter là qu'est-ce qu'elle me confie. Il faut savoir aussi que le processus électoral, globalement, c'est un processus qui est très encadré légalement. Il y a beaucoup de consignes, beaucoup de règles à respecter. Donc, vraiment, il faut avoir une bonne connaissance de tout ça là, pour s'assurer que tout est fait dans les règles de l'art. Alors donc, vraiment, c'est un travail de minutie puis de rigueur également, là. Avant, en fait, je dirais le début de la campagne électorale, de la mise en candidature, il y a quand même un travail de préparation puis de planification qui est vraiment très important. L'avant-scène, c'est vraiment comme primordial pour s'assurer que tout le processus là va se tenir dans l'ordre. La période des mises en candidature, c'est effectivement une période où, dans le fond, le président d'élection est assez sollicité. Normalement, là, c'est lui qui va recevoir les candidats et s'assurer de la conformité en fait de leur déclaration de candidature. Après la période de dépôt des candidatures, déjà on va se mettre à confectionner la liste électorale. Plusieurs mois avant la tenue du scrutin, on a fait la demande à Élections Québec de nous acheminer cette liste-là. Cette liste-là nous est acheminée, je dirais, vraiment vers la fin là, de la période prévue pour recevoir les candidatures. Donc nous, on a un travail à faire en lien avec cette liste électorale-là. Dans le fond, cette liste, elle contient l'ensemble des électeurs domiciliés sur le territoire. Nous, on doit répertorier l'ensemble des personnes qui sont non domiciliées. Donc, il y a tout un traitement, là, en fait. Puis ensuite de ça, on va prévoir aussi de diviser la liste électorale en sections de vote pour prévoir normalement un maximum de 500 électeurs
par section de vote. Par la suite, il y a tout le processus qui concerne la révision de la liste électorale comme telle, la distribution des avis d'inscription là, qui nous ont causé un petit mot de tête cette année en lien avec la grève des postes. C'est une étape importante parce que les gens ont l'habitude de recevoir ce fameux carton, bien qu'il ne soit pas obligatoire de le détenir pour exercer son droit de vote. Mais c'est souvent une référence pour les gens là, pour vérifier leur inscription ou non à la liste électorale. Donc, une fois que la liste électorale est confectionnée, par la suite, on va vraiment travailler, je dirais, à planifier comme tel la tenue de l'élection. Donc, ça veut dire s'assurer qu'on a toute la documentation puis le matériel nécessaire. Hein. Vous voyez les hommes qui sont derrière moi. Il y a plein de matériel, il y a plein d'enveloppes, en fait, qui sont consignées dans les boîtes là, qui sont à l'attention des scrutateurs et des secrétaires. Donc, vraiment, on s'assure d'avoir tout ça en temps utile. Une fois qu'on a tout le matériel, le recrutement du personnel est une étape quand même très importante. On s'assure là qu'ils aient tous l'information pertinente là pour s'exécuter adéquatement en fonction des rôles qui leur sont confiés. On assermente aussi ce personnel électoral-là. C'est quand même, je dirais, une étape assez importante. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la loi sur les élections, les référendums dans les municipalités est une loi qui est très prescriptive. Donc, chaque personne signe un engagement de confidentialité parce que la liste électorale contient des renseignements personnels. Donc, toutes les personnes avec qui on transige, qui ont accès à cette information-là, doivent en fait là, se faire assermenter puis s'engager à respecter, dans le fond, que l'usage qui va en être fait va être vraiment strictement réservé là, aux fins pour lesquelles ils ont accès. Une des étapes quand même assez importantes, c'est vraiment préparer le bureau de vote par anticipation. Donc, ça va être le même processus en fait pour le bureau de vote itinérant puis le bureau de vote pour le jour du scrutin comme tel. On reçoit tout le matériel que vous voyez à l'intérieur. Donc, on s'assure en fait que chaque section de vote va avoir le matériel nécessaire là, pour exécuter ses tâches. Aussi, les bulletins de vote, lorsqu'on les reçoit, bien, on s'assure là, que l'information est adéquate, qu'il n'y a pas de bulletins qui sont altérés. On place les bulletins dans les enveloppes. Il y a toute une séquence là, de numéros qui sont identifiés pour chacune des sections de vote. Alors, on remet, je dirais, un nombre précis de bulletins à l'intérieur des enveloppes. On scelle tout ça. On dépose ça dans les urnes et c'est acheminé là, au personnel le jour où ils sont interpellés là, pour la journée du scrutin, que ce soit le bureau de vote par anticipation. Ensuite de ça, ben la journée de vote, je pense que c'est le jour de la compétition. Hein? C'est là qu'on voit si la préparation a été adéquate. Je pense que dans le cadre d'une élection, tout le travail qui se fait en amont est presque, je dirais, plus important que dans le fond ce qui se passe la journée du scrutin, bien que ce soit aussi pertinent. On essaie d'être paré à toute éventualité. Lorsque les bureaux de vote sont fermés à 20 heures, en fait, on ferme les portes. Puis là, c'est là vraiment que tout se met en scène. Le personnel là, doit s'assurer, en fait, de rassembler tout le matériel, que ça soit complété adéquatement. Ils ont des consignes là, vraiment pour la disposition des bulletins comme tels. Ensuite, tout est mis dans les urnes et le dévoilement de l'ensemble des résultats vont se faire, le dépouillement, en fait, là, va se faire vraiment le 2 novembre, autant pour le bureau de vote par anticipation que le bureau de vote itinérant. Donc, les gens qui ont travaillé lors du BVA vont devoir patienter, comme nous d'ailleurs, là, pour connaître les résultats parce que, dans le fond, l'information est vraiment accessible aux secrétaires et scrutateurs à compter de 6 heures. Là, on a eu une directive du directeur général des élections pour permettre un dépouillement plus hâtif concernant le bureau de vote par anticipation. Donc là, s'effectue la tâche de procéder au dépouillement. Une fois que ce dépouillement-là est fait, en fait, ils ont des relevés à compléter. L'information m'est transmise là, pour qu'on puisse communiquer l'information, je dirais, au public. Tout est mis dans l'urne. Ces urnes-là, éventuellement, sont transportées par des personnes désignées là, qui vont les entreposer là, dans notre local. Ces urnes-là, on les conserve en fait là pendant plusieurs années là, en fait là normalement jusqu'à la tenue de la prochaine élection.
On va finir en théorie dans la semaine du 2 novembre. Là, on a encore des derniers petits préparatifs là, pour les proclamations, puis les assermentations qui vont suivre. Là. Après ça, puis on a des choses à transmettre à Élections Québec. Là. Mais après ça, ça va terminer notre tâche d'élection. À 20h, on ferme le lieu de votation. Donc, c'est à partir de 20h là, que tout notre personnel, nos scrutateurs, secrétaires, que le gros travail débute. Donc, c'est à ce moment-là qu'ils peuvent ouvrir les urnes puis commencer à faire le dépouillement. Ils ont vraiment plusieurs enveloppes qui leur sont remis. Chaque enveloppe a une utilité, donc soit pour mettre les bulletins de vote qui ont été détériorés lors de la journée de votation. Il y a des enveloppes pour les bulletins de vote qui seront annulés lors du dépouillement. Il y a toutes les enveloppes des bulletins qui ne sont pas utilisés. Ensuite, fait que là, dans le fond, s'ils ouvrent les urnes, ben là, ils vont tous démêler le bulletin. Ils regardent si chaque bulletin comporte bien l'initiale du scrutateur lorsque le scrutateur a remis à l'électeur son bulletin de vote. Ils vérifient que le rond où ce qu'on peut faire notre crochet a été mis. Ensuite de ça, ben ils font le comptage, puis ils ont vraiment après ça une feuille qui est comme le relevé de dépouillement là qu'ils doivent compléter. Fait que si dans le fond nous autres on les a remis 425 bulletins de vote lors de la journée, ils doivent vraiment balancer puis arriver à 425 là selon tout le comptage. Donc c'est de calculer il y a combien de bulletins qui ont été remis à tel candidat, plus mettons les annulés, les détériorés. Donc, c'est une grosse étape, là, vraiment, là, quand on arrive vraiment au dépouillement, là, on est beaucoup, là, tu sais, sollicité, on aide, là, aux besoins, là, tu sais, c'est important pour nous d'être sur place parce que souvent, les scrutateurs secrétaires, là, ils ont besoin, tu sais, des fois, on va être interpellés pour les aider, puis ils ont des questionnements, puis, fait que c'est vraiment une grosse étape, là, la fin, là, de la fermeture du bureau de vote lors du dépouillement. C'est pourquoi que nous, dans nos lieux de votation, moi, je suis d'un secteur, puis, Monsieur Michel est de l'autre secteur, puis on a aussi un scrutateur en chef là, qui est attitré, là, qui est avec nous, là, vraiment pour nous aider puis accompagner chaque personne dans le bureau de votation, là, chaque secrétaire scrutateur. C'est important de préciser que les bulletins de vote sont vraiment manipulés par le scrutateur uniquement. Puis ça revient vraiment au scrutateur là, de décider là, si le bulletin est conforme ou non. Fait que c'est vraiment la décision du scrutateur. Puis, une fois que le travail est complété, donc le relevé de dépouillement il est prêt, il y a une enveloppe spécifique pour insérer le bulletin, le relevé de dépouillement. Il est remis, il est scellé, il est remis, mettons, soit si moi je suis sur place, ils peuvent me le remettre à moi, je le donne à la présidente d'élection, puis là, on a quelqu'un là, par la suite là, qui rentre les compilations. On a quand même beaucoup là, de manipulations à faire, puis donc ils ont besoin de beaucoup de temps. Là. C'est une période de stress, hein, parce que les gens attendent impatiemment les résultats. Donc, tu sais, pour les secrétaires puis les scrutateurs qui font pas nécessairement ça tous les jours, bien s'assurer en fait que les bulletins, ça balance avec le nombre de bulletins qu'ils ont reçus. Des fois, là, je veux dire, ils travaillent un petit peu sur. Oui, puis nos gens, c'est des grosses journées. Là. Nos gens sont fatigués. Tu sais, on le demande, mettons comme exemple pour le 2 novembre, là, le bureau ouvre à 10h, mais on leur demande d'arriver 1h30 à l'avance. Donc, tu sais, ils sont présents, mettons, comme à partir de 8h30. Et ils prennent connaissance de leur matériel. Il y a des petites consignes qui leur sont données avant l'ouverture des bureaux de votation. Donc, c'est des très grosses journées. Ils doivent dîner, souper sur place avec le lunch. Donc, rendu au soir à 20h, là, des fois, la fatigue, elle se fait ressentir. Puis quand il arrive des petits imprévus ou des choses qui balancent pas, là, le stress monte. Puis c'est pour ça que c'était important, là, tu sais, comme nous, d'être sur place puis pouvoir les accompagner. Le bulletin de vote, là, du moment qu'on peut donner le mandat, nous, on donne le mandat à un imprimeur. Il y a vraiment un guide là, sur les directives d'impression qui est remis à notre imprimeur. On lui donne la quantité de bulletins qu'on veut. Le format de livret, on a le droit, c'est 150 ou 25. Nous, cette année, on a opté pour des 50 puis des 25 par simple décision qu'on se trouve que ça se manipule mieux. Puis ensuite, on lui demande une épreuve. Quand on reçoit l'épreuve, on valide que tout est beau. Cette année, qu'est-ce qui est différent, c'est que nos bulletins de vote ils ont des photographies.
Ça, c'est un projet pilote qu'Élections Québec ont lancé. Puis le conseil municipal a adopté une résolution en ce sens qu'on était d'accord pour embarquer dans le projet pilote. Donc, ça facilite là, pour les électeurs là, un petit peu. Là, c'est comme pour l'accessibilité. Là, donc, c'est plaisant de voir le visage là, sur les bulletins de vote. Une fois qu'on reçoit, là, on s'assure pour la livraison, la confidentialité. On a quelqu'un qui est présent pour la réception des bulletins de vote. On vérifie, puis on signe un document d'accusé-réception en ce sens. Ensuite de ça, nous, on vérifie là, que tout est conforme à ce qu'on avait demandé. Puis, comme on a parlé un petit peu tout à l'heure, là, nous, le but, c'est de, comme là, cette année, on a 425 bulletins qui est remis à chaque section de vote. On a 27 sections de vote. Donc, on prépare toutes nos piles de bulletins pour chaque poste en élection. On a une enveloppe qui est prévue à cette fin pour insérer les bulletins de vote à l'intérieur. Donc, notre équipe, là, on est assis ici, puis on y va dans la préparation. Là, donc, on compte, on regarde chaque bulletin. Il y a des numéros d'inscrits sur les bulletins. On les inscrit sur une enveloppe. Donc, puis sont insérés, sont scellés. On inscrit le nombre qu'on a remis. On écrit le bureau de vote à qui ça va. Puis, lorsque le bulletin se promène dans l'urne, il arrive à son lieu de votation, le scrutateur, lui, dans son activité préparatoire avant l'ouverture des bureaux de votation, il doit ouvrir l'enveloppe, il doit vérifier de la conformité des bulletins, puis de s'assurer que le nombre qui est inscrit avec les chiffres correspond vraiment à ce qui lui est remis. Donc, on demande à chaque scrutateur de compter un à un tous ces bulletins de vote, puis de vérifier que tout est conforme. S'il y a des corrections, de les inscrire sur l'enveloppe prévue à cette fin. Puis, lors de la journée de votation, c'est seulement que le scrutateur qui a le droit de manipuler le bulletin de vote. Il le remet à l'électeur. L'électeur fait sa votation. Il rapporte ses bulletins, il les dépose dans l'urne après avoir enlevé son talon. Puis, le soir, quand vient le temps du dépouillement, le bulletin il est compté, manipulé par le scrutateur. Et il est entreposé après ça dans son urne au moins pendant 1 an. On invite les gens, en fait, à se déplacer en grand nombre pour venir voter. Je pense que, tu sais, le palier municipal, c'est l'instance, en fait, qui touche notre quotidien. Donc, c'est vraiment primordial, en fait, là, de pouvoir y participer. Donc, on invite vraiment les électeurs, dans le fond, à faire entendre leur voix en plus grand nombre. C'est ce qu'on souhaite. On aimerait fracasser des records de participation. Déjà, pour le BVA, là, on a eu un taux de participation d'à peu près de l'ordre de 14%. On a reçu 1500 électeurs, donc il y a de l'intérêt, je pense. Pour votre information, on a 11 133 électeurs d'inscrits. C'est ce qui complète le bulletin. Si vous avez des nouvelles à nous partager, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Et pour plus d'informations locales, visitez notre site Internet et suivez-nous via notre chaîne YouTube. Au revoir!